Là, on va changer un petit peu de sujet d'illustration de notre problématique, puisqu'on va revenir à la végétalisation de la ville, et plus particulièrement parler d'agriculture urbaine, et j'allais dire avec une approche peut-être un petit peu différente, plus sociétale. Et donc, effectivement, viennent vous présenter leurs réflexions. Donc, Joe Nass, chercheur en agriculture et sécurité alimentaire à l'université de Ryerson de Toronto, et un des experts en agriculture urbaine, et Anne-Cécile Daniel d'AgroParisTech, où effectivement, je crois que vous faites partie de l'équipe qui travaille précisément sur toutes ces questions d'agriculture urbaine qui commencent à émerger en France et à Paris en particulier. Paris surtout, voilà. Mais je pense que Joe Nass pourra nous expliquer aussi que dans le monde, il y a déjà des choses, beaucoup de choses, un certain nombre de projets qui sont déjà plus avancés encore que ce qui se fait à Paris. Je voulais vous interpeller l'un et l'autre sur le fait, voir un petit peu comment effectivement les citoyens, parce qu'ils sont très partie prenante souvent de ces expériences d'agriculture urbaine, de ces expérimentations et tout ça, contribuent finalement à l'évolution de la ville en étant partie prenante effectivement de ces projets un peu innovants de végétalisation en fait. Voilà. Je vous laisse la parole. Donc je me présente Anne-Cécile Daniel, je suis ingénieure en horticulture et paysage, et depuis quelques années je m'intéresse à l'agriculture urbaine qui est en pleine expansion dans notre région. Je vous présente Joe Nass qui est de l'Université de Toronto, avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois sur l'observation des nouveaux réseaux qui s'installent à Paris au niveau de l'agriculture urbaine. Donc là, nos résultats sont un peu trop jeunes et pas assez encore fouillés, donc on va plutôt faire une présentation à double voix, avec moi qui vais présenter le contexte parisien et Joe le contexte à Toronto. Voilà. Alors, le petit bouton vert. Donc, je vais essayer d'être assez brève sur notre contexte. Ça ne marche pas. C'est bien le bouton vert. Là, on est sur Toronto. Est-ce que vous pourriez nous remettre le PowerPoint sur Paris, s'il vous plaît? Voilà. Donc, pour faire bref, parce que je pourrais parler d'1 heure de l'agriculture dans notre région, je vais vous donner 4 informations générales. Tout d'abord, notre région est constituée de 50% de terres agricoles et que dans les exploitations, plus de 60% des exploitations font plus de 100 hectares. Donc, autant vous dire qu'on a beaucoup de céréaliers sur notre région. À côté de ça, en 10 ans, la région a perdu quasiment 50% de ses maraîchers, malgré la demande croissante de produits frais et locaux. Et puis enfin, je pense que vous êtes tous au courant, une grosse pression foncière sur les terres agricoles pour construire du logement et des projets commerciaux comme là, en ce moment, on parle beaucoup du triangle de Gonesse, voilà, qui va avoir un impact très fort sur l'agriculture. Donc la région a pris conscience en fait de ce grignotage urbain et donc a mis en place quelques petites mesures. Je vais vous en présenter 2. Donc déjà au niveau du SDRIF, elle a intégré la notion de front urbain intangible pour laisser des espaces à des fins récréatives et ou productives. Par conséquent, on va devoir densifier les villes, ce qui va être un gros challenge et qui l'est déjà pour construire ou rénover les villes d'aujourd'hui. De plus, la région encourage l'agriculture de qualité et de proximité en finançant depuis 3 ans des projets de filières de proximité. Donc les subventions s'élèvent à peu près à 40% du projet si ça ne dépasse pas 100 000 euros.
À une échelle plus locale et au sein même de la ville de Paris, une initiative assez intéressante, c'est celle de l'association du Paris Région Lab et de la mairie de Paris, qui ont mis en place 2 appels à projets. L'un, c'est végétalisation innovante, et l'autre, amélioration du métabolisme urbain. L'idée, c'était de faire rencontrer les porteurs de projets qui veulent développer de l'agriculture urbaine, donc des projets d'agriculture dans la ville, et des collectivités, des propriétaires, des institutions qui souhaitent tester ou bien donner la possibilité à ces porteurs de projets de développer des projets. Donc 2 appels à projets, une vingtaine de projets d'agriculture urbaine sélectionnés, et là une dizaine de projets qui sont déjà mis en place. Donc ça a été un vrai tremplin pour installer des porteurs de projets qui souhaitent développer de l'agriculture urbaine à Paris avec une vocation économique. Donc tout à l'heure, on m'a demandé de parler des citoyens. Malheureusement, là, dans la présentation, je vais plus parler des projets où les gens veulent en vivre, veulent créer une entreprise, développer une activité économique. Donc avant de vous présenter les différents projets qu'on a dans la région, je voulais insister sur le fait que l'agriculture urbaine, c'est avant tout une diversité de projets. Une diversité de projets parce qu'il y a différentes variables qui les conditionnent. Tout d'abord, le système économique, il peut être non marchand, parce que là, on va prendre en compte tous les jardins associatifs, du type jardins familiaux, jardins partagés, etc. On va avoir aussi des projets économiques et de plus en plus hybrides. On va avoir une variabilité des lieux parce qu'on va s'insérer un peu partout dans la ville. On va s'insérer sur des façades, sur des toits, dans des caves, sur des friches urbaines. Voilà, plein de lieux où on peut installer de l'agriculture. On va avoir des systèmes de distribution variables. On va avoir de la vente directe, en panier, en distributeur. On a plein d'innovations à faire là-dedans. Et puis des productions qui vont être très variables. Ça va aller des légumes, aux herbes, aux champignons, aux poules, aux œufs, poissons. Enfin, voilà, on a des idées qui sortent tous les jours, notamment du homard australien, je crois. Voilà, donc là, moi, je vais vous présenter donc les projets sous forme de 3 catégories. La première, ça va être les projets en pleine terre. Donc là, ils sont plutôt rares parce qu'on va dire que les terres sont assez convoitées. Mais on voit quand même des projets intéressants comme l'Agrocité. Donc c'est un projet à Colombes qui est installé en pied d'immeuble. Et sur cet espace, on a une zone de production, on a un jardin pédagogique et des jardins partagés. Et donc ce système fonctionne ensemble avec des échanges, beaucoup de liens sociaux, mais aussi de la vente de légumes pour les gens du quartier, avec des animations du type pédagogique. On découvre comment vit une poule, comment on fait des huiles essentielles, etc. Un autre projet qui s'appelle Ville Fertile, donc qui a été sélectionné par l'appel à projet, c'est une ferme qui s'est installée au parc de Vincennes, dans le jardin tropical. Et sur plus de 500 mètres carrés, aujourd'hui, ils cultivent des légumes et ils les vendent aux passants ou aux personnes locales. Et ce sont des jardiniers, aujourd'hui, qui le font. Et à terme, ils aimeraient peut-être créer une ferme en cours de développement. La seconde catégorie, ça va être les projets sur le bâti hors sol. Donc là, c'est un vrai tremplin depuis 2 ans. On a, je vous donne 3 exemples assez rapides. On a le restaurant Pullman à côté de la Tour Eiffel, donc qui a fait installer par l'entreprise Topager un potager sur sa terrasse. Et donc les légumes qui sont récoltés le jour même sont cuisinés et vendus donc directement dans le restaurant. La ferme de Galy a monté un démonstrateur d'agriculture urbaine. La problématique, pour aller vite, c'est qu'ils avaient un champ où il y avait de la terre rapportée, impossible de produire dessus, et pourtant ils voulaient développer de l'agriculture. Donc là, l'idée, c'est de démontrer qu'on peut produire avec des systèmes hors sol de l'agriculture pour fournir des produits frais aux citadins. Et enfin, la Oufarm, une ferme assez originale mais qui connaît un grand succès. Ils récoltent plus d'1 tonne de café des machines à café et ils cultivent des pleurotes donc sur ce mar de café. Et aujourd'hui, ils se sont installés dans les caves de Rungis, ce qui fait qu'ils vendent les pleurotes directement aux restaurateurs, aux acheteurs. Et donc à AgroParisTech, on récupère ce mar de café avec le mycélium et ça nous en fait un complément de substrat pour nos expérimentations de potager. Et enfin, les projets high-tech sous serre. Donc là, on n'a pas encore de ferme verticale, mais on a une petite expérimentation au jardin de Belleville où on compare la culture en hydroponie, aquaponie et bioponie.
Et puis on avait un projet à Romainville, qui était un projet politique qui ne voulait pas d'hydroponie. À ce jour, c'est en stand-by pour des questions financières et administratives et juridiques. Voilà, donc j'ai été au mois de septembre à Nottingham, dans l'université de monsieur tout à l'heure. Donc les fermes verticales, il y a 5 ans, c'était une utopie. Nick Dixon des Pommiers dessinait ça, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, c'est la réalité. Faut dire qu'en France, moi, j'ai présenté nos potagers, j'étais complètement à côté de ce que faisaient les gens. Mais il existe des grandes fermes, notamment là, je vous donne les 3 principales, les plus connues dans le monde. La ferme Farm Deer à Chicago, où on fait de l'aquaponie. On fait de la culture on fait de la pisciculture, et l'eau va servir, en fait, l'eau des poissons va servir à alimenter les légumes. La Sky Greens à Singapour, donc c'est de l'hydroponie, et les bacs circulent en rotation pour maximiser l'exposition à la lumière. Et enfin, Shimarua au Japon, donc ça s'appelle des plant factories, des fermes entreprises. Là, on utilise des LED et on produit donc vraiment dans un lieu fermé. L'idée derrière, c'est Fukushima. Depuis Fukushima, 180 types de ces fermes sont nés parce que voilà, on ne connaît pas encore les risques du nucléaire. Donc à AgroParisTech, on réunit tous les ans les porteurs de projets pour essayer de les accompagner. Et donc j'en ai profité, là cette année nous étions 30 autour de la table, pour leur poser quelques questions sur leur profil. En 3 mots, ce sont des gens qui sont plutôt jeunes, entre 25, la moitié ont entre 25 et 35 ans. Ce sont tous des personnes qui ont un bac plus 5, donc qui ont fait des études, et puis ils viennent de différents milieux. Donc on a de plus en plus des gens de l'agronomie, mais on a aussi beaucoup d'urbanistes, architectes, des gens qui font du commercial, de l'écologie, de l'économie, etc. Et puis enfin, on va dire que ces porteurs de projets n'ont pas une seule source de revenus. Ils ont plusieurs activités. Donc il y a d'abord, c'est vrai qu'il y a la culture de légumes, mais il y a aussi l'aménagement, la production d'herbes et l'animation et la pédagogie. Voilà. Donc nous sommes sur un terrain très innovant, on est dans une phase très exploratoire. Donc par conséquent, nous ce qu'on souhaite, c'est observer, évaluer et essayer de vraiment décrire le fonctionnement de ces nouvelles fermes, de ces projets. Et donc pour cela, là, je vais être financée 2 ans pour faire un suivi-évaluation. Avec 4 grandes thématiques d'évaluation, celle des techniques choisies, les investissements qui vont être faits, comment ces projets sont inscrits dans le territoire et faire des analyses de biodiversité. On va faire des inventaires et on va utiliser l'outil Biodistrict qui a été développé par cette chaire de recherche. Voilà. Donc là, c'est un peu le contexte parisien. Je laisse la parole à Joe pour Toronto. Merci. Alors, on peut changer de... Ah, voilà, parfait. Donc, merci. Donc, je fais une petite partie de l'équipe parisienne cette année, puisque j'ai eu l'occasion de passer quelques mois basé à AgroParisTech, où j'ai travaillé plus spécifiquement sur les questions du réseau en agriculture urbaine à Paris, pour compléter les travaux que Anne-Cécile a mentionnés. Mais là, je vais parler plus pour offrir un autre contexte sur comment s'organise le milieu de l'agriculture urbaine à Toronto, où je vis, et notamment quels sont les liens avec l'émergence de gouvernance autour de ce sujet. Donc, j'ai plus de diapos, mais je vais passer plus rapidement. Alors, d'abord, juste quelques diapos de contexte. Donc, ça, c'est... Ça, ouais, bon. Donc, Toronto, c'est sur le lac Ontario, là. La ville même fait... près de 3 millions d'habitants, mais la grande agglomération qui suit plus ou moins tout le côté ouest du lac Ontario représente près de 8 millions d'habitants. Donc c'est plus petit que Paris, mais
pas tellement quand même. Deuxièmement, c'est que le Canada est énorme, mais près de 40% des meilleures terres agricoles du pays entier sont dans cette région-là. Donc les enjeux du point de vue sur l'agriculture urbaine dans la plus grande agglomération du pays, c'est aussi là où il y a les meilleures terres. Donc ça c'est le cas. Alors à Toronto même, il y a encore une fois comme à Paris, la diversité de formes d'agriculture urbaine représente une gamme extrêmement diverse. Donc, toujours le plus connu, c'est bien sûr les jardins communautaires, les community gardens. Il y en a partout et depuis longue durée. Et en dépit de ça, il y a beaucoup de demandes pour d'autres. Mais plus récemment, il y a là-bas aussi une série de fermes urbaines assez différentes et sur des terrains très divers. Voilà un exemple Fresh City Farms, une entreprise sociale très novatrice qui cultive dans la serre et à l'extérieur, mais avec tout un système de production et de points de vente pour l'agriculture de la région qui passe par elle. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui se font tout le temps dans la construction de comment alimenter la ville. Et en fait, cette ferme-là faisait partie du documentaire qui vient d'être montré la semaine dernière sur Arte, Sacrée Croissance. Donc, il y a un nombre de serres, ça c'est peut-être la plus exemplaire, c'est dans un vieux, c'est un peu comme ici, une adaptation d'un vieux bâtiment industriel. Là, c'est là où on réparait les tramways de la ville et ça a été transformé une partie a été transformée en une grande serre qui sert comme une pépinière pour alimenter une grande partie donc les plants des jardins communautaires que vous avez vus tout à l'heure. Donc, ce type de lien entre les habitants et organismes se construisent de plus en plus. Les jardins sur les toits sont aussi extrêmement divers. J'ai juste choisi une image, mais l'année dernière, j'avais participé au colloque sur l'infrastructure verte à Nantes, où j'ai fait toute une présentation uniquement sur les jardins qui se construisent sur le toit. Encore une fois, beaucoup trop divers pour être résumé ici, mais ça représente un champ de plus en plus privilégié et de nature, y compris commerciale, mais pas tellement encore à Toronto par rapport à d'autres villes. Et puis le lien avec les universités et les écoles sont très forts. Il y a 3 grandes universités à Toronto et dans toutes c'est vraiment un champ fertile pour les études. Donc beaucoup d'étudiants sont intéressés et aussi un nombre de professeurs qui travaillent sur des aspects extrêmement divers. Alors, ça c'est sur les projets. Donc c'est un peu l'inverse de ce que Anne-Cécile a fait. Je passe de ça à comment le mouvement s'est construit durant ces quelques années. Donc, un nombre d'éléments ont poussé là où on est aujourd'hui. Donc, il y avait déjà tellement de choses qui se passaient autour de l'agriculture urbaine qu'en début 2009, un comité du conseil de la ville a invité des experts, j'en étais un, pour faire un expert panel on urban food production. Parce que la ville voulait savoir, c'est quoi cette agriculture urbaine et qu'est-ce que nous, en tant que ville, on peut, en tant que pouvoir politique, on peut faire par rapport à ça. Donc, suite à ça,
quelques mois plus tard, la ville a demandé donc à ces cadres comme c'est indiqué ici, d'identifier les opportunités en agriculture urbaine dans la ville. Donc, ça, c'est une chose, c'est donc l'émergence de l'intérêt de la ville elle-même, de la municipalité. Deuxième chose, c'est que le milieu lui-même commençait à s'organiser et aussi en 2009, un groupe, une sorte de plateforme a été mise en place qui s'appelle Toronto Urban Growers pour servir comme espace d'échange, de connaissances, de discussions sur des sujets clés autour de tout ça. Et donc, ça, c'est plus une initiative civile, mais aussi avec les participations assez diverses. Troisième élément, plus ou moins en même temps aussi, c'est la recherche qui émergeait, notamment une recherche qui a fait pas mal d'écho, c'est une équipe de recherche dans l'Université York à Toronto s'est posé la question théorique de est-ce que, et sous quelles conditions, 10% des besoins en légumes de la ville pourraient être fournis dans la ville même. Est-ce que, pour commencer un travail de chiffrage, parce que on parlait beaucoup d'agriculture urbaine, mais aucun n'avait aucune idée de ce que ça peut contribuer. Donc, la réponse est théoriquement, selon multiples conditions, potentiellement, oui, ça pourrait atteindre un chiffre pareil. Mais c'est plus la question même et la manière d'y procéder plutôt que l'analyse en soi ou le chiffre magique de 10% qui a fait penser beaucoup de gens que, ça a quand même un certain poids si ça s'organise mieux. Alors, cette étude a poussé à l'organisation d'une petite équipe de chercheurs pour passer à la question suivante. Si donc c'est possible que l'agriculture urbaine ait un poids plus important, quels sont les mécanismes, quelles sont les infrastructures au sens le plus large qui seraient à mettre en place pour amener à passer à cette étape plus importante. Donc, ce rapport qu'une fondation locale nous avait commandé a eu beaucoup d'influence, encore une fois, sur l'identification des besoins et le potentiel. Donc, ceci a mené donc à une initiative qui s'appelle GrowTO. TO, c'est Toronto, Ontario. Donc, qui a commencé par une série de présentations, débats, qui a ensuite mené à une série de concertations. Et sur cette base, un plan d'action sur l'agriculture urbaine a été mis en place et a été publié par la ville. Donc là, c'est passé, ça a été acquis dans ce sens. Donc, la ville faisait une partie de l'équipe qui a préparé ce processus, mais à la fin a pris le pas de s'engager à se mettre derrière ce rapport qui a été donc qui touche d'abord donc à ces six catégories de priorités. Donc l'accès, comment améliorer l'accès à la terre, renforcer les dimensions d'éducation, de formation, question de visibilité et de promotion, le add value, donc le système alimentaire, donc au-delà de la production, développer les relations pour permettre
ceci d'avoir lieu, et puis les questions des politiques à mettre en place. Et ce plan d'action a été lancé à l'hôtel de ville au moment d'un grand sommet d'agriculture urbaine qui avait eu lieu à Toronto. Et enfin, donc pour terminer cette succession, là où on est plus ou moins aujourd'hui, il y a maintenant un Toronto Agricultural Program qui a été adopté par la ville et qui a différents éléments, y compris un steering committee pour diriger un peu la coordination de l'agriculture urbaine. Donc, pour résumer un peu, j'aurais pu ajouter d'autres éléments, c'est un peu le processus qui a émergé durant 6 ou 7 ans maintenant, qui a amené à la mise en place de ce Toronto Agricultural Program. Donc, la dernière diapo. Alors, la question de quels sont les acteurs dans tout ça, extrêmement divers. Il y a la ville, mais même la ville, c'est qui? Il y a l'agence de la santé publique est un acteur clé, mais aussi la division des parcs, la direction de l'urbanisme. Donc, il y a maintenant multiples acteurs au sein de la ville qui ont émergé. Les universités, le secteur public, de la société civile comme FoodShare, une grosse organisme civil, et Fresh City Farm que j'avais mentionné, et tout un nombre d'acteurs, y compris même la province qui enfin, là en bas, vous voyez Ontario Minister of Agriculture and Food, qui maintenant a mis en place cette dernière année et Local Food Fund pour offrir un support pas seulement l'agriculture urbaine, mais l'agriculture locale à travers la province. Donc, je voulais juste partager un peu cette évolution et l'extrême diversité qu'il y a derrière. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.